Je m'appelle Andy Pilgrim. Dans cette vidéo, je vais aborder les dangers associés aux courses de rue et aux cascades automobiles sur la voie publique. Tous les automobilistes savent que les routes publiques ne sont pas faites pour les courses de rue ou les cascades automobiles. Ces activités sont à la fois illégales et potentiellement dangereuses, non seulement pour les conducteurs, mais aussi pour les passagers, les occupants d'autres véhicules et les passants innocents. J'espère que si je vous présente les faits, vous prendrez ces informations, les analyserez et les utiliserez pour vous aider à prendre vos décisions de conduite. La conduite est une compétence que je m'efforce de travailler chaque jour. Bien conduire ne signifie pas seulement maîtriser son véhicule. Les grands conducteurs savent certainement comment contrôler leur véhicule dans toutes les conditions de conduite, mais ce n'est pas tout. Cette vidéo a pour but d'ajouter de nouvelles informations à votre base de données de connaissances sur la conduite. Je travaille dans le domaine de l'éducation routière depuis plus de 20 ans. Pendant cette période, j'ai parlé à des centaines de milliers d'étudiants, de professeurs de conduite, de parents et d'employés d'entreprises, et j'ai produit de nombreuses vidéos d'éducation à la sécurité routière, actuellement utilisées par des milliers d'enseignants dans leurs classes. Je pense qu'il est très utile de connaître un peu l'histoire de la personne qui vous parle, en particulier dans ce domaine particulier de la sécurité routière. Je suis née et j'ai grandi au Royaume-Uni. Mon intérêt pour les voitures et les motos a commencé quand j'étais très jeune. Je rêvais de devenir un jour pilote de course, mais la course coûte de l'argent et ma famille n'avait certainement pas les moyens de me faire participer à des courses de karts ou de voitures de course. J'ai vite compris que je ferais mieux de travailler dur à l'école. Après quelques années, ma vie professionnelle s'est déplacée du Royaume-Uni vers les États-Unis après qu'on m'a offert un emploi dans le domaine de la programmation. Je vis et travaille aux États-Unis depuis que je suis devenu citoyen américain en 1998. Mon moyen de transport quotidien était une vieille moto. Ce n'est que suite à la mort de 2 de mes bons amis dans des collisions sur la route que j'ai commencé à réaliser qu'un circuit de course était vraiment le seul endroit où l'on pouvait trouver les limites d'une moto ou d'une voiture. Après 3 ans d'économie, j'ai acheté une voiture de course d'occasion qui était autorisée à rouler dans la rue et j'ai participé à quelques courses officielles. J'ai conduit cette vieille voiture de course jusqu'au circuit parce que je n'avais ni camion ni remorque. J'ai essayé de ne pas l'écraser et je l'ai réparée moi-même. Après quelques années et quelques bons résultats, j'ai eu ma première opportunité en tant que pilote de course rémunéré. Le reste, comme on dit, fait partie de l'histoire. Cela fait maintenant plus de 30 ans que je suis pilote de course rémunéré. J'ai remporté 5 championnats et plus de 70 courses au cours de ma carrière de pilote professionnel. Je tiens à remercier le NCM Motorsports Park à Bowling Green dans le Kentucky de m'avoir permis d'utiliser leur superbe installation pour réaliser ce message d'intérêt public. En fait, nous sommes dans leur garage de course en ce moment même. Je vais diviser cette présentation en 3 parties. Dans cette première partie, je veux parler des différences de distance de freinage entre les types de véhicules les plus courants. Il s'agit d'un aspect qui, à mon avis, n'est pas suffisamment abordé dans les cours de conduite. Pour cette démonstration, vous verrez une camionnette, un véhicule utilitaire sport de taille moyenne et une voiture de sport. Comme vous pouvez le voir, la camionnette s'est immobilisée en 153 pieds, ou 47 mètres, à une vitesse de 96 km/h. Nous utilisons une moyenne de 3 freinages. Le véhicule utilitaire s'est arrêté en moyenne en 126 pieds, 39 mètres. Et la voiture de sport s'est arrêtée en 85 pieds, soit 26 mètres. La longueur moyenne d'une voiture est d'environ 15 pieds. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, à 96 km/h, la voiture de sport s'est arrêtée 5 longueurs plus court que la camionnette, et le véhicule utilitaire se situait quelque part au milieu. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces véhicules ont des distances d'arrêt si différentes, mais soyons clairs, il n'y a rien de défectueux dans aucun de ces véhicules. Les différences tiennent essentiellement au poids du véhicule et à la quantité de pneus en contact avec la route. J'espère que ces informations vous aideront à mieux réfléchir aux distances de sécurité et aux dangers des queues de poisson, et qu'elles vous permettront de mieux comprendre les distances d'arrêt des véhicules en fonction de leur taille. Dans cette partie, j'aborderai les limitations de vitesse, les excès de vitesse, la vitesse excessive, le temps de perception du conducteur, le temps de réaction du conducteur et les distances d'arrêt. Les distances d'arrêt que vous verrez dans cette partie sont les distances d'arrêt standard de l'industrie.
La distance d'arrêt que vous avez vue dans la dernière partie était plus courte et a été réalisée par des conducteurs professionnels. La raison pour laquelle la distance d'arrêt est plus longue est que, croyez-le ou non, plus de 80% des conducteurs n'utilisent pas pleinement le potentiel de freinage de leur véhicule dans une situation de freinage d'urgence. C'est ce qui explique l'allongement des distances de freinage et l'augmentation du nombre de collisions. Les distances d'arrêt les plus longues pour un conducteur moyen sont utilisées dans cette section. Les courses de rue où la vitesse excessive sur les routes publiques, où les paramètres de circulation sont innombrables et variables, constituent un choix incroyablement risqué pour n'importe quel conducteur. Les limitations de vitesse sont fixées par des experts en ingénierie, principalement en fonction du nombre de variables de trafic potentielles présentes sur un tronçon de route donné. Elles sont conçues pour donner à un conducteur attentif circulant à la vitesse limite affichée le temps de percevoir ou de voir un problème de circulation se développer, d'y réagir et d'avoir le temps de s'arrêter ou d'éviter ce problème. Je testais quelques Ford, Mustang, Shelby GT500 au centre NCM Motorsports pour un magazine automobile lorsque j'ai eu l'idée de les utiliser dans cette vidéo éducative. Merci à Ford Performance et au groupe Ford Driving Skills for Life de m'avoir permis d'utiliser les GT500. Comme vous pouvez le voir sur la vue du drone, nous avons mis en place une route principale de 400 pieds et 2 rues secondaires avec des panneaux d'arrêt pour créer une intersection. J'ai également placé une remorque dans un coin de l'intersection pour créer un angle mort. Dans le monde réel, la remorque pourrait être un camion de livraison, un panneau de signalisation, le feuillage d'un bâtiment, etc. Sur notre route principale, les cônes sont espacés de 50 pieds au départ, puis de 25 pieds sur les 100 derniers pieds avant l'intersection. Sur le graphique du haut, vous pouvez voir que les cônes sont des cercles orange. La voiture rouge sera toujours le véhicule qui s'engage sur la route principale après avoir franchi un panneau d'arrêt à l'intersection. La voiture orange est utilisée pour les parcours à vitesse variable sur la route principale à l'approche de l'intersection. Vous pouvez également voir qu'il y a une ligne de visibilité à environ 125 pieds. La ligne diagonale va du côté du conducteur jusqu'au point situé autour du camion et c'est sa limite de visibilité. Il ne peut pas voir plus loin au-delà de la route principale que de 125 pieds environ. Comme vous pouvez le voir, des cases de zone de rupture de perception viennent d'apparaître devant la voiture orange. Ces cases représentent des distances et leur taille augmentera au fur et à mesure que la vitesse de la voiture orange augmentera. Les cases relatives à la perception du temps de réaction représentent 3/4 de seconde chacune. C'est le temps qu'il faut à un conducteur moyen pleinement attentif pour percevoir une situation de trafic et y réagir. La case de la zone de freinage représente la distance nécessaire à la voiture orange pour s'arrêter complètement. Pour information, la route principale est limitée à 48 km/h. Ce premier parcours de vitesse montrera la voiture orange à 48 km/h. Nous avons l'aide d'un pilote professionnel, Bob, dans la voiture rouge. Comme vous pouvez le voir, je maintiens la voiture orange à la ligne de limite de visibilité. Bob a déjà commencé à s'engager dans l'intersection parce qu'il pouvait le faire en toute sécurité. Il ne pouvait pas voir la voiture orange et il s'engage. Comme vous pouvez le constater, étant donné que la voiture orange respecte la limite de vitesse affichée de 48 km/h, les distances de réaction, de perception et de freinage sont sûres. Bob traverse l'intersection en toute sécurité. En raison de l'augmentation de la vitesse à partir de ce point, sur la route principale, vous ne verrez pas Bob et la voiture rouge essayer de négocier l'intersection. L'intersection sera ouverte lorsque nous la traverserons. La voiture orange roule maintenant à 72 km/h et nous l'avons mise en attente juste pour donner l'explication ici. Les temps de perception et de réaction sont toujours de 3/4 de seconde, mais comme vous pouvez le voir, les distances ont augmenté. La zone de freinage a également augmenté et n'oubliez pas qu'il s'agit de la distance nécessaire pour que la voiture orange s'arrête complètement à partir de 72 km/h. Encore une fois, nous maintenons la voiture orange à la ligne de limite de visibilité. Bob a déjà commencé à se déplacer, mais comme vous pouvez le voir, la distance de la zone de freinage est déjà réduite de moitié. Même si le conducteur de la voiture orange a la capacité de percevoir et de réagir, il n'a pas la capacité de s'arrêter avant de percuter Bob et la voiture rouge. La vitesse d'impact sera probablement d'environ 48 km/h dans la portière du conducteur de la voiture rouge, ce qui entraînerait des blessures très graves, voire mortelles. Sur ce troisième parcours, la voiture orange roule à 96 km/h, ce qui est une vitesse excessive et comme vous pouvez le voir, les zones de perception et de réaction sont plus longues, mais elles ne durent toujours qu'1 seconde et demie. La zone de freinage a également été étendue en fonction de la vitesse. Nous l'avons arrêtée rapidement ici pour vous montrer que même si la voiture orange se trouve à 300 pieds, il vous faudrait tout ce temps de perception, de réaction et de freinage pour s'arrêter complètement si vous voyez Bob en ce moment même. Bob a donc commencé à se retirer, mais comme vous pouvez le voir, il a le temps de percevoir, le temps de réagir, mais pas le temps de s'arrêter.
Il s'agirait probablement d'un impact de 80 km/h dans la portière du conducteur. Et je pense que ce pauvre vieux Bob ne serait plus de ce monde. Dans ce parcours, la voiture orange roulera à 148 km/h. Vous pourrez voir que la distance de freinage nécessaire est de près de 400 pieds, 122 mètres. Les distances de perception et de réaction ne sont pas à l'écran. Vous les verrez dans une seconde. Nous avons arrêté la voiture orange ici pour vous montrer que les distances de perception et de réaction pendant 1 seconde et demie amènent la voiture directement au point de collision. Il n'y aurait pas de réduction à partir d'une vitesse de 148 km/h si Bob venait à s'engager ici. Mais Bob ne s'est pas encore engagé dans la voie. Il est juste sur le point de le faire. Je pense qu'il est assez évident de savoir ce qui serait arrivé à ce pauvre vieux Bob dans cet accident et probablement au conducteur de la voiture orange et à toute personne qui aurait pu se trouver dans sa voiture. Nous vous avons montré un type de scénario de collision à une intersection, mais il en existe de nombreux, et comme vous pouvez le voir sur les véhicules ici, il y a des collisions frontales, des collisions en T, des collisions avec une seule voiture, et il est très important de réaliser que la vitesse est le facteur le plus important dans la sévérité d'un impact. Nos routes sont aujourd'hui beaucoup plus dangereuses, car les conducteurs choisissent de regarder, de manipuler ou de parler avec leur cellulaire. Les conducteurs distraits font des choses inattendues. Ils s'arrêtent sans regarder ou se contenter de jeter un coup d'œil et de partir. Par ailleurs, si un conducteur en excès de vitesse est également distrait, il lui est presque impossible de percevoir ou de réagir à une situation de circulation changeante. Ce n'est qu'une question de temps avant que le dépassement des limites de vitesse affichées ne conduise à une tragédie. Les limitations de vitesse sont là pour une bonne raison. Ne laissez pas une vitesse excessive vous faire perdre du temps de perception, réaction et freinage, et vous priver de la possibilité d'éviter une collision ou un accident. De mauvaises décisions de conduite peuvent avoir des conséquences tragiques, mais n'oubliez pas qu'une condamnation pour une course de rue ou une cascade peut rester gravée et avoir un impact considérable sur le reste de votre vie. Dans cette dernière section, je voudrais m'adresser aux conducteurs qui choisissent de faire des cascades automobiles sur la voie publique. J'ai été payé pour faire des cascades dans des voitures et même sur des motos pendant de nombreuses années. J'ai fait des cascades dans des publicités télévisées, pour des magazines automobiles et pour des événements caritatifs. Le plus gros problème du dérapage ou de la cascade d'un véhicule sur la voie publique, outre le fait qu'il est évidemment illégal et dangereux, est l'incapacité pour un conducteur en train de faire un dérapage ou une cascade de réagir immédiatement à un changement dans les conditions de circulation. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps et de la distance pour faire arrêter de dériver le véhicule. Il se peut que vous n'ayez ni le temps ni la distance nécessaires. Ce n'est que lorsque le véhicule est à nouveau sous contrôle que le conducteur peut tenter d'éviter l'impact avec un autre véhicule, voire un cycliste ou un piéton. Notez bien s'il vous plaît qu'il ne faut jamais désactiver l'antipatinage ou le contrôle de stabilité de votre véhicule sur les routes publiques. Il s'agit seulement de savoir quand, et non pas si, il y aura une collision ou une tragédie potentielle. J'espère que vous travaillerez dur pour développer constamment vos compétences de conduite, car elles pourraient un jour vous sauver la vie ou celle de quelqu'un d'autre. Les compétences de conduite les plus importantes que j'utilise sur les routes publiques sont de bien surveiller la route des yeux et la conscience de la situation, et il est impossible de faire l'un ou l'autre si l'on est distrait. N'oubliez pas que c'est le conducteur qui choisit de garder le pied sur l'accélérateur. Je suis un pilote de course, je comprends. Il est facile de se laisser emporter par le moment, mais soyez ce conducteur qui comprend qu'il est normal de relâcher l'accélérateur pour reprendre son souffle et ralentir. Soyez ce conducteur qui reconnaît que le virage semble bon, mais que l'envie spontanée de dériver ne vaut pas le risque pour vous, pour les passagers et peut-être pour des piétons innocents que vous ne connaissez même pas. La course et les cascades sont des activités que l'on peut apprécier et pratiquer dans un espace contrôlé ou sur un circuit de course. Si vous voulez vous essayer à la course, au dérapage ou aux cascades, il existe de nombreux clubs et organisations sanctionnés dans toute l'Amérique du Nord qui organisent des événements pour les débutants comme pour les experts. Mais s'il vous plaît, jamais sur les routes publiques. Tout va bien jusqu'à ce que ce ne le soit plus. Et croyez-moi, quand ça tourne mal, on ne peut jamais revenir en arrière, c'est pour toujours. Les lois de la physique ne s'arrêtent jamais. Je vous souhaite à tous santé, bonheur et sécurité.